Retour sur le plateau avec mes chers invités, Firmin Teko Agbo, journaliste, chroniqueur politique, et David Diagbavi de Togo Site. On va toujours parler des États-Unis d'Amérique et le dépouillement qui pourrait durer des jours. Firmin l'a dit tout à l'heure. David, qu'est-ce qui peut entraîner aussi cela? C'est les nouveautés qui sont introduites dans le système électoral cette année. Vous savez, le vote par correspondance n'a jamais mobilisé autant d'adhérents que sur l'élection de cette année. Beaucoup d'Américains ont choisi de voter par correspondance et ça fait que tout le système postal qui devait acheminer les bulletins était tellement saturé que dans certains États, les bulletins ne sont pas encore arrivés. Et donc, il faut attendre encore des jours et peut-être des semaines. En 96, je crois, c'était en 96 ou en 2000, pardon. C'est en 2000. Oui, il fallait attendre 3 semaines. Oui. Ils ont attendu 3 semaines. C'est le record qui aurait été battu, je crois, dans le processus électoral. Ils ont attendu 3 semaines avant de connaître le président qui a été élu. Ça prouve que le système électoral est dans une complexité assez avancée. Et ils réussissent quand même à maîtriser. C'est-à-dire que les chiffres qui sortent des urnes sont ceux qui sont prononcés ou qui sont publiés par qui publie l'élection du président américain. Les fraudes sont quand même assez rares. C'est vrai que tout processus électoral n'est pas à 100% sûr, mais sur le cas des États-Unis, ils ont mis en place des facteurs pour diminuer un peu le taux. Et sur l'élection de 2020, c'est l'une des rares fois où un président au pouvoir parle de fraude avec insistance depuis le début jusqu'à la fin de ce processus-là. Et aussi, il y a l'envie des Américains de changer la donne au niveau de la présidence américaine. Malheureusement, il y a une sorte d'habitude, comment dire ça, une sorte de constat qui a été fait aux États-Unis. Les élections, on parle de 4 années, mais la plupart du temps, c'est 8 années. C'est-à-dire que quand vous prenez depuis les années 2000, avec Clinton qui est arrivé, qui a fait 2 mandats. Clinton est venu en 92, il est arrivé en 92. Qui a fait 2 mandats. Et Bush, fils. Qui a fait 2 mandats. Barack Obama. Qui a fait 2 mandats. Aujourd'hui, c'est Donald Trump. L'idéal va être peut-être l'exception. L'idéal aurait été qu'il fasse 2 mandats. Qu'il fasse 2 mandats. Mais aujourd'hui, beaucoup de facteurs sont allés contre le renouvellement de son mandat. Et on parlait tout à l'heure de certaines raisons. Il y a aussi la gestion qu'il a faite du coronavirus aux États-Unis. Voilà. Quand Firmin disait tout à l'heure qu'il a profité de ce virus pour se faire un nom, moi je dis ça a plutôt joué contre lui. C'est vrai qu'il a voulu faire un saut en disant je reviens de très loin avec cette maladie. Mais les Américains, le constat, il est là. On parle de plus de 200 ou 300 000 morts américains qui sont morts comme ça. Et aujourd'hui, le constat, il est encore évident. Il y a des morts, il y a des contaminations toujours aux États-Unis. Il y a aussi la gestion de la crise raciale. Le problème du noir américain, là, qui est George Floyd. Voilà. Après lui, il y a d'autres. Voilà. Et donc, la vague que les manifestants avaient fait soulever à la suite du décès de Floyd. Et l'indifférence de Trump lui-même. Voilà. A créé une sorte de thérapie de choc aux Américains qui, pendant très longtemps, pensaient que le racisme existait aux États-Unis, mais sous une forme moins lourde que celle qui avait engrangé ces manifestations qui ont secoué les États-Unis après le décès de Floyd. Il y a d'autres facteurs aussi qui sont entrés en jeu contre lui. Et je pense que c'est
24 ou 48 heures qui ont déterminé l'élection vont lui faire comprendre aujourd'hui qu'il a fait de son mieux. Et si les Américains ne veulent plus de lui, il doit comprendre qu'il n'est pas et ne sera pas le seul président qui ait fait un mandat et qui soit parti après. Firmin Tekou Agbo, un système peut-être entre griffes défaillant qui fait que les procédures durent autant, parce qu'on dit le dépouillement pourrait durer des jours. Oui, moi je dis que le système, je dirais pas qu'il est défaillant par rapport à la réalité moderne. Défaillant par rapport à la réalité moderne. Pourquoi s'arc-bouter sur cela? Oui, parce que en réalité, au fait, le monde évolue, tout va vite aujourd'hui. Si vous voyez aujourd'hui l'engouement que nous avons aujourd'hui à suivre les élections américaines, peut-être ce n'était pas le même engouement 4 ans plus tôt ou 8 ans plus tôt. Parce qu'il y a il y a des gens qui sont nouvellement nés, des gens qui ont l'âge maintenant de comprendre un certain nombre de choses. Il y a la population qui a considérablement augmenté. Il y a eu de nouveaux journalistes, il y a de nouveaux acteurs politiques. Il y a aujourd'hui une démocratie en ligne, la e-démocratie, ça veut dire beaucoup s'exprime aujourd'hui sur les réseaux sociaux, beaucoup voient, il y a des images qui défilent sur les réseaux, tout ça. Donc, l'engouement est beaucoup plus important aujourd'hui et les choses vont vite et les gens veulent avoir plus d'informations de façon instantanée. Ce pays-là qui devrait nous donner des informations de façon instantanée, ce pays qui est les États-Unis, n'arrive pas à étancher notre soif. Or, dans d'autres pays, ça se fait. Comme la France, ça se fait. La France, par exemple, c'est 60 millions d'habitants, c'est beaucoup pour un pays qui n'est même pas la première puissance du monde, mais qui arrive quand même à donner les résultats juste quelques heures après ou quelques minutes après la fermeture des bureaux de vote, à 20 heures pile. Et je vous dis même que jusqu'à 18 heures déjà, tout le monde a presque les résultats. Et ici, même aux États-Unis, ça fait déjà des heures, ça fait plus de 24 heures déjà. Mais oui, plus de 24 heures déjà. Mais Donald Trump et Joe Biden n'ont pas tous les résultats. Ce n'est pas possible parce qu'il y a peut-être des résultats qui sont bloqués au niveau des postes. Les résultats ne sont pas encore parvenus dans les centres de vote de certains États. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on révise ce système-là parce que ce n'est pas bon pour la première puissance du monde. Il faut que les choses évoluent parce que c'est aux États-Unis que les choses évoluent beaucoup plus rapidement. Par rapport à la politique électorale, il faut qu'on révise un certain nombre de choses, soit qu'on amende encore la Constitution américaine. David a dit quelque chose d'intéressant, bien sûr. On a fait le constat depuis 1992. Et depuis 1992, on laisse l'alternance de 8 années se dérouler chaque 8 ans, quoi. Il a dit de Bill Clinton, il est venu, il a fait 2 mandats. Est-ce qu'on laisse ou bien ça dépend de la manière dont vous avez gouverné aussi les États-Unis? Oui, ça dépend de la manière dont on a gouverné les États-Unis. Parce que j'ai l'impression aussi qu'on fait que les populations américaines veulent que ça se déroule comme ça, bien que des crises puissent emporter. Par exemple, quand vous voyez Bush, il y a une crise qui pouvait l'emporter. Par exemple, 2001. Bush fils, bien sûr. Il est venu en 2000. En 2001, il y a eu l'écroulement de World Trade Center. Après, il a déclaré la guerre à l'Irak. Vous imaginez un peu, il y avait beaucoup d'Américains qui n'étaient pas d'accord avec cette guerre parce qu'après, on a découvert qu'il y avait du faux dans cette affaire. Mais on lui a permis de faire quand même ces 2 mandats. Obama est venu, il est venu dans une crise économique. Ça pouvait l'emporter. Mais ça n'a pas pu l'emporter, les Américains. Il a dû batailler, travailler dur et on lui a assuré je dirais de façon très banale, on lui a donné les 2 mandats comme ça et il a gagné proprement face à Joe McCain tout d'abord en 98, c'était en 2008 et en 2012 face à Mitt Romney. Donc Donald Trump est venu aujourd'hui. Quelle crise lui aussi, il a rencontré une crise sur son chemin, c'est la crise sanitaire. Aujourd'hui, si c'est que Donald Trump était quelqu'un de beaucoup plus posé, comme les Barack Obama ou les Bill Clinton ou les Bush, peut-être il n'aurait pas assez de problèmes comme ça. Parce qu'Obama pouvait avoir des problèmes, mais bien sûr, un noir, il pouvait avoir assez de problèmes. Mais il a su
Il est plus posé. Il est plus posé. Il a su gérer la crise de façon exceptionnelle. Parce que dans d'autres pays, les crises emportent. Quand on voit par exemple la France depuis Jacques Chirac jusqu'à maintenant, les crises emportent. Chirac est venu, oui, il s'est sorti parce que c'était la France classique. Sarkozy est venu, il a fait un mandat. Il a fait un mandat. La crise économique l'a emporté. La crise économique qui n'a pas pu emporter Barack Obama aux États-Unis a emporté Nicolas Sarkozy. Donc il n'a pas pu être réélu. Quand on voit Hollande qui est arrivé, bien sûr, avec ces affaires de femmes, de scooters, mais il y a une crise qui l'a emporté. C'est la crise terroriste. Il a eu assez d'attaques terroristes, donc la sécurité des Français a été ébranlée. Maintenant, après Hollande, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé aujourd'hui, il y a la crise, et qui risque, il y a les gilets jaunes tout d'abord, et maintenant la crise à coronavirus. Donc c'est possible que ces crises-là l'emportent aussi. Mais aux États-Unis, les Américains ont mûri en termes de démocratie et en termes d'alternance. Donc ils veulent toujours donner le bon exemple au monde. Ils veulent tellement dire au monde que nous sommes les meilleurs, make America great again. Ils adorent leur pays. Ils aiment dire au monde que chez nous, c'est l'alternance, chez nous, c'est la démocratie. Donc, mais est-ce que Donald Trump aussi va rentrer dans cette nouvelle dynamique-là? Je ne pense pas. C'est pour cela aujourd'hui, il est ébranlé. Il a tellement peur parce que ceux-là qui pouvaient facilement le soutenir sont en train de le lâcher parce qu'il a déçu bon nombre. La peur et peut-être les élections présidentielles au pays de l'oncle Sam nous ont détournés de la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire également avec une situation post-électorale toujours tendue. On sait que le président sortant, Alassane Dramane Ouattara, a été réélu avec plus de 94% des voix. Mais l'opposition aussi est là. David, on a vu l'opposition conduite par le président Bédié qui veut former un gouvernement plutôt parallèle et le pouvoir d'Abidjan ne pense pas se laisser faire. On a déjà un cas chez nous. Et ce cas s'importe ou s'exporte à Abidjan. Ce qui est chez nous se joue plus sur les réseaux sociaux. Ça a commencé comme ça aussi, hein, avec les positions qui ont été braquées. Donc, je pense que l'opposition ivoirienne a compris très tôt le jeu de Ouattara. Et cette opposition a pris ses responsabilités pour faire comprendre au pouvoir ivoirien que le processus électoral qui vient de se passer est tout sauf une élection qui devrait normalement faire porter un président au pouvoir. On sait comment Ouattara était arrivé au pouvoir en 2010, 2011. On sait les conditions dans lesquelles les élections avaient été organisées pour qu'il accède au pouvoir. En 2015, lors de son deuxième mandat, il avait le boulevard. Voilà. Et quand on compare l'élection de 2015 à l'élection de 2020, je pense que beaucoup de choses peuvent se faire comprendre. Et aujourd'hui, c'est ce que l'opposition ivoirienne n'a pas voulu accepter, cette mascarade électorale qui a fait porter à plus de 90% Ouattara au pouvoir, est en train d'être dénoncée par l'opposition ivoirienne à travers ces actes qu'elle pose. Et la question est de savoir, est-ce que c'est les bonnes réflexions qui sont menées? Est-ce que c'est les bons réflexes qui sont proposés? Est-ce que c'est la bonne formule avec la mise en place d'un gouvernement parallèle et tout ce qui se passe aujourd'hui? Vous savez, chaque pays a ses réalités. Ça s'est passé au Togo, on a vu comment ça a été géré. Aujourd'hui, c'est Abidjan, c'est la Côte d'Ivoire qui rentre dans le jeu. Ça prouve à suffisance que cette crise électorale n'est pas prête à finir aujourd'hui. Ça a commencé depuis très longtemps avec les dossiers judiciaires dans lesquels se sont retrouvés certains anciens partenaires de Ouattara, Soro, etc., qui sont obligés d'être exilés. Ça a continué avec la décision de la CPI de libérer, de décharger Gbagbo de toute accusation et du refus, du pouvoir ivoirien de leur permettre de rentrer
au pays. Ça s'est accentué avec l'annulation ou le refus de dossiers de près de 40 candidats qui ont été recalés. Oui, ils étaient 44. Voilà, ils étaient 44. 40 ont été recalés. Et au final, c'était les conditions d'organisation de ces élections-là. Donc, tout ça a fait comprendre à l'opposition ivoirienne qu'il faut véritablement s'unir d'abord pour affronter Ouattara dans sa folie de s'accrocher au pouvoir. Et c'est ce qui a amené cette situation. La situation post-électorale aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire, va être... On ne le souhaite pas, mais... Les signaux sont quand même au rouge et ça prouve que ça va être plus tendu que ce qui s'est passé en 2010. Et si ils ne font pas attention, là-bas, le pays risque de basculer encore dans la violence. On a vu ce qui s'est passé. Il y a eu près d'une dizaine de morts depuis très longtemps et ça continue. Les violences, ça continue tous les jours. Et en face, il y a un pouvoir qui dit les élections ont été organisées. Nous avions gagné. C'est notre candidat qui a gagné. De l'autre côté, voilà, on dit non, les élections ne sont pas des élections. C'est une mascarade électorale. L'opposition ne reconnaît pas la victoire de Ouattara. Et donc, cette opposition s'organise pour véritablement mettre les bâtons dans les roues du pouvoir de Ouattara. Firmin, devant cette crise plutôt post-électorale, la France appelle à reprendre un dialogue positif. Qu'est-ce qu'on peut attendre par dialogue positif de la part de la France? Non, bien avant de parler de la France, permettez que je dise quelque chose. Je savais que vous allez parler. Deux petites choses. La première chose, c'est que Ouattara a exagéré. Il a exagéré avec son score. 94%. Il n'a pas exagéré avec le processus électoral. Non, avant qu'on ne parle du processus, il a exagéré. Moi, je voudrais parler de la façon, pas du poste. Mais quand il n'y avait personne en face, non, écoutez, même si c'était vrai, si le score était vraisemblablement vrai, 94%, je pense que c'est trop. Nous ne sommes plus dans les années 80, 60, 70, au temps des soviétiques, où il y avait toujours le mur de Berlin, où on pouvait gagner à l'URSS. Je pourrais accepter si le président Bédier, l'ancien premier ministre Afin Guessan, avaient battu campagne et sont présentés. On pourrait comprendre. Vous imaginez, c'est-à-dire, même ce score, ça ne l'honore pas. 94%. Au temps moderne, au 21e siècle. Si c'était la réalité. Je doute que ce soit la réalité. Ouattara gagne 94%. Tout d'abord, ça ne l'honore pas. Ça n'honore pas son pays, ça n'honore pas l'Afrique de l'Ouest, ça n'honore pas tout le continent. Les Occidentaux vont se moquer de nous, vont se dire, mais vous êtes encore dans quel monde là? Maintenant, l'opposition n'a pas joué son rôle. Oui, la deuxième chose, c'est l'échec de l'opposition. Dont je voudrais parler. David a très bien parlé de l'opposition, ce que je ne suis pas d'accord avec lui. Il a parlé comme des gens qui réfléchissent très bien. Donc je sais pas. C'est le contraire chez vous. Oui, c'est le contraire. Tout d'abord, l'opposition a échoué. Guillaume Soro avait dit à corps et à cri qu'il n'y aura pas élection en Côte d'Ivoire. Mais il y a eu élection en Côte d'Ivoire le 31 octobre 2020. Il y a eu élection, c'est validé, la CENIA pour calmer les résultats et le président... on parle de mascarade d'élection. On peut parler de mascarade électorale, mais il y a eu élection en Côte d'Ivoire. Je ne voudrais pas parler du fond, mais il y a eu élection en Côte d'Ivoire. Mais là, la troisième chose que je voudrais faire observer aussi, c'est que surtout par rapport à l'échec de l'opposition, depuis que Ouattara avait commencé son jeu en mars, en parlant de Gon Coulibaly, tout ça, ici, sur cette antenne, je me réjouis. Vous étiez avec David? J'étais très bien avec David, je me réjouis très bien. On avait dit à l'époque ici que Ouattara était en train de tromper les gens, que Gon Coulibaly ne serait pas président, que Ouattara serait président en Côte d'Ivoire. David n'était pas d'accord avec moi parce que moi, je doutais un peu par rapport à la bonne foi de Ouattara. David ne pouvait pas penser que oui, bien sûr, c'est un débat. Oui, ça c'est une position, c'est un débat contradictoire très riche à l'époque, et aujourd'hui ça va être encore plus riche. Mais nous on avait douté à l'époque, mais l'opposition en réalité, l'opposition doit avoir plus de maturité politique que nous, journalistes, parce que nous ne sommes pas dedans, eux ils sont dedans, ils sont de plein politiciens. Elle pouvaient avoir. À quel niveau? Parce qu'on va réagir sur la France également. Oui, bien sûr, elle pouvait bien sûr. Il y a encore on a 6 minutes. On a 6 minutes. Et ce sera clos. Non, mais l'opposition en réalité, elle a laissé faire Ouattara pendant longtemps. Elle n'avait pas de plan B. Ça, c'est vraiment grave. C'est-à-dire, ce que je voudrais dire, pour conclure à ce niveau, c'est quoi? Aujourd'hui, le monde est en train d'évoluer
et les dirigeants, les présidents surtout africains sont en train d'évoluer aussi. Au départ, vous avez voulu les contrer avec, ou les combattre avec les tests. Ils ont trouvé des astuces pour vous dire, maintenant, au niveau du principe de la non-rétroactivité, on peut trouver une solution. Et ils ont trouvé une solution pour s'éterniser au pouvoir. Ils vous ont battu, c'est-à-dire les opposants à ce niveau. Maintenant, au niveau des armes, vous voulez chercher des armes où il y a des coups d'État, tout ça, on n'a pas eu de coups d'État pendant des années. Ces chefs d'État ont trouvé encore 2 astuces pour dire, nous avons les armes. C'est nous qui sommes au pouvoir, nous avons les clés des armes. Quoi que vous puissiez faire, nous vous combattrons et vous gagnerons. La preuve, Ouattara a prouvé qu'il a les armes et des gens meurent aujourd'hui. Ils s'en fichent aujourd'hui. Maintenant, il revient à l'opposition. Non, c'est une responsabilité partagée. Mais il revient à l'opposition aujourd'hui de savoir que ces 2 armes ou ces 2 éléments-là ont échoué. Que ce soit les thèses, que ce soit la voie de coup d'État ou la voie d'armes, ça a échoué. Il faut trouver d'autres mécanismes pour faire partie les dirigeants du pouvoir ou ceux qui ne veulent pas partie du pouvoir. Maintenant, par rapport à la France, elle a trop tardé. La France, on sait qu'elle soutient Ouattara, mais elle a trop tardé. Les opposants vont se dire, vous vous moquez de nous. Vous vous moquez de nous. Moi, aujourd'hui, je peux dire, comme on le disait bien avant cette élection-là, nous avons dit ici cette antenne, au lendemain des élections, parce qu'on savait que Ouattara allait gagner, au lendemain des élections, il va falloir que Ouattara mette des mécanismes en place pour asseoir un dialogue national. Et autour de la table, il y aura des anciens présidents, des anciens premiers ministres pour redéfinir une nouvelle carte pour la Côte d'Ivoire. Mais la France aujourd'hui, elle n'est pas en train de jouer. Elle ne joue pas un franc jeu. Les opposants ne vont pas trop être d'accord avec elle. Allez, David, oui, la France. Donc, moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui à Abidjan, c'est la concrétisation de la volonté d'un chef d'État de s'accrocher au pouvoir. Et cela, pendant très longtemps, avait été dénoncé par l'ensemble de la classe politique, surtout de l'opposition ivoirienne. Mais très tôt, Ouattara avait fait croire à un certain espoir aux Ivoiriens lorsque, très vite, il a notifié aux Ivoiriens qu'il n'allait plus se présenter. Et beaucoup d'Ivoiriens l'avaient cru, beaucoup d'Africains ont accepté cette reconnaissance de son départ à la suite de son 2e mandat. Mais très vite, les choses ont commencé par se mélanger à la suite du décès du dauphin Gon Coulibaly. Alors, Ouattara savait très bien qu'en s'accrochant ou en voulant revenir aux affaires, ça allait forcément créer une situation qui risquerait d'échapper à tout le monde. Et c'est dans cette situation que se retrouve aujourd'hui la Côte d'Ivoire après les élections. Les opposants ivoiriens, moi je dis, ils ont été assez responsables et ils ont posé des actes de maturité lorsqu'ils ont appelé au boycott de ces élections. On a vu les résultats que cela a donné. Je le disais tout à l'heure, en 2015, le taux de participation des Ivoiriens à cette élection qui a fait revenir Ouattara pour un second mandat est nettement supérieur au taux. On parle de 53%. Ça, c'est les chiffres de la CENI. Ouais. C'est les chiffres de la commission qui a organisé les élections. Mais on a tous vu. En 2015 également, c'était les chiffres de la CENI. Oui, c'était les chiffres de la CENI. Et là, c'était de vrais chiffres, puisque les élections ne se sont pas déroulées dans les situations, dans la tension dans laquelle celles-ci ont été organisées. Tout le monde s'était accordé que Ouattara pouvait faire un 2e mandat et les Ivoiriens se sont retrouvés dans son choix de revenir pour un second mandat. Mais sur les élections de 2020, on a vu un peu ce qui s'est passé. Et l'opposition ivoirienne est une entité assez profonde. Quand on parle d'opposition en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement le parti de Bédié, ce n'est pas seulement le parti de Soro ou de Gbagbo, c'est toutes les entités qui composent l'opposition ivoirienne. Et quand toutes ces entités appellent au boycott de ces élections, ça veut dire que c'est une grande partie des électeurs ivoiriens qui n'accepteront pas de se retrouver dans ce processus-là. Et c'est ce qui s'est passé dernièrement. Lorsque Soro a dit qu'il n'y aura pas des élections le 31 octobre, il faut faire très attention, c'est un homme politique. Les élections ont eu lieu... Ce sont des déclarations politiques. Les élections ont eu lieu le 31 octobre dernier, mais on est en train de voir la suite. Tout le monde pouvait se dire que les élections vont se dérouler le 31 octobre et que la Côte d'Ivoire va se retrouver dans la paix, etc. Mais non, les signaux sont rouges.
Et aujourd'hui, ça commence véritablement à inquiéter tout le monde, surtout l'Afrique de l'Ouest aussi. On va revenir juste après la pause et puis le journal. On va toujours parler de la Côte d'Ivoire et surtout l'appel de la France justement à l'endroit de la classe politique ivoirienne pour le dialogue. À tout à l'heure.